Et nous recevons ce soir Marc Schwartz, président directeur général de la Monnaie de Paris. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes là ce soir pour nous parler d'un ouvrage que vous publiez avec Christian de Boissieu aux éditions Odile Jacob, ouvrage intitulé « La nouvelle guerre des monnaies ». Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire les nouvelles guerres des monnaies ? Sans doute, parce que dans l'acception traditionnelle, la guerre des monnaies, c'était quoi? En fait, c'était la guerre d'échange. C'est-à-dire l'utilisation du taux de change de la monnaie, du prix international de sa monnaie pour être plus compétitif, ce qu'on appelait la dévaluation compétitive. Et aujourd'hui, cette guerre des monnaies, elle prend des formes différentes. La première forme, c'est une guerre qu'on pourrait appeler une guerre de position, une guerre de part de marché, c'est-à-dire qui est en fait la monnaie dominante au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est le dollar américain, c'est évident, et qui pourra être peut-être demain la nouvelle monnaie dominante, si c'est possible, au niveau international. Et la deuxième nouvelle forme que prend cette guerre des monnaies, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant notre entretien, c'est cette guerre qui est en train de s'esquisser entre les monnaies publiques et les monnaies privées dans la sphère numérique, car on voit bien aujourd'hui que la monnaie est en train de devenir de plus en plus numérique. Et on va effectivement l'évoquer. Je voudrais, puisque vous parliez du dollar, qu'on évoque d'abord la politique économique très offensive de Donald Trump depuis son retour à la tête des États-Unis. Politique très offensive sur le plan commercial, avec des pays qui étaient jusqu'à présent des alliés commerciaux des États-Unis. Je pense bien sûr à ses voisins directs, le Mexique, le Canada, et puis à l'Union européenne. Toutes ces mesures, ces tarifs douaniers rétablis par Donald Trump à l'égard de ces pays, elles peuvent, selon vous, accélérer la dédollarisation de l'économie mondiale ? Alors, il faut voir de quoi on parle. Quand on parle de dédollarisation, il y a un chapitre dans notre livre avec Christian de Boissieu qui porte sur ce sujet, mais avec un grand point d'interrogation. Parce qu'il faut ne pas oublier que le dollar, aujourd'hui, c'est la monnaie du monde. C'est la monnaie dominante sur le plan mondial. Je ne veux pas vous donner trop de chiffres, j'en donnerai un seul. Le dollar, c'est 60% des réserves de change dans le monde qui sont libellées dans la devise américaine. Donc parler de dédollarisation, c'est se dire que peut-être dans le temps, les choses pourraient évoluer, mais en numéro 2, dans les grandes devises mondiales, on a l'euro, notre euro, la devise européenne, qui est très loin derrière tout de même, qui est à 20%. Et les autres monnaies sont très très en dessous de ces chiffres-là. Donc la dédollarisation, si elle devait arriver un jour, ne pourrait prendre que beaucoup de temps et pourrait passer par tout un ensemble d'évolutions économiques dont on est au début aujourd'hui. Il faut bien voir que le dollar, c'est pas seulement une monnaie au sens économique du terme, c'est aussi un outil d'influence. Certains pourraient dire un instrument de domination de l'économie américaine. Donald Trump, aujourd'hui, il n'utilise pas le dollar comme une arme monétaire? Alors, c'est très ambigu. D'ailleurs, c'est parfois un peu difficile de comprendre exactement où va Donald Trump. Mais à la fois, le dollar étant un instrument d'influence et de domination, il a envie d'avoir un dollar qui est stable et qui reste à un niveau relativement élevé pour asseoir cette domination sur l'ensemble du monde. Mais en même temps, il souhaite décourager les importations et il souhaite favoriser les exportations américaines. On le voit avec la guerre commerciale qui a été ouverte depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pour ça, peut-être que ça ne le dérangerait pas beaucoup que le dollar perde un peu de sa superbe et baisse un peu sur les marchés d'échange. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis le début de l'année, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes créées par ces annonces, ces contre-annonces, ces annonces un peu agressives, cette guerre qui revient, et ça pèse sur le cours du dollar. Et ça peut sembler un petit peu contradictoire comme stratégie. Quel est l'intérêt à long terme pour les Américains ? L'intérêt pour à long terme pour les Américains, c'est que le dollar est une monnaie qui est utilisée dans le monde entier. Quand vous voyagez dans le monde entier, vous pouvez facilement utiliser le dollar pour payer dans beaucoup de pays. Et puis le dollar est utilisé dans les échanges internationaux, le dollar est utilisé dans les réserves de change, je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc finalement, c'est une des manifestations de l'influence du soft power américain dans le monde. Et voir le dollar baisser, il y a un intérêt qui est un intérêt immédiat, qui est que les exportations de biens et de services américaines deviennent moins onéreuses, mais c'est un élément parmi beaucoup d'autres dans cette guerre économique que le président Trump a rallumée il y a quelques semaines.
Et justement, dans cette guerre économique, on sait que l'euro est une monnaie qui aujourd'hui est pleinement convertible. Est-ce que l'euro peut devenir, selon vous, justement une monnaie internationale de premier plan? Est-ce que les Européens peuvent justement utiliser l'euro pour changer ce rapport de force vis-à-vis des États-Unis? Alors, l'euro a réussi en un peu plus de 20 ans, hein, il faut se dire que l'euro est une monnaie qui est jeune, au fond une devise qui est assez jeune, à se hisser à la deuxième place du podium mondial des monnaies, je le disais tout à l'heure, 20% des réserves de change, mais il est tout de même assez loin du dollar. Pour que l'euro, et on essaye dans le livre une sorte de projection à l'horizon de 10 ans, pour que l'euro prenne une place plus importante, il faudrait que les Européens accélère un certain nombre de choses, ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire des marchés financiers véritablement européens, et également l'union bancaire pour avoir un véritable marché bancaire américain qui puisse ressembler un marché bancaire européen, pardon, qui puisse ressembler au marché américain. Alors après tout, si on regarde ce qui se passe en matière internationale, en quelques semaines, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Donald Trump, il a réussi à mettre tous les Européens d'accord sur la question de la défense. Je ne sais pas s'il va réussir à faire Make America Great Again, mais en tout cas Make Europe Great Again, on peut dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour aller dans cette direction. Donc pourquoi pas, si on est optimiste, l'euro pourrait continuer à gagner de l'importance au plan international. En tout cas, depuis la guerre en Ukraine, on voit de plus en plus de pays, et notamment je pense aux BRICS ou aux BRICS+, les BRICS élargis, qui se disent pour une dédollarisation, sans avoir évidemment de volonté de se tourner davantage vers l'euro. Où on en est de ce processus de dédollarisation prôné justement par ces pays plutôt du Sud? Ça a été annoncé à la fin de l'année dernière, notamment à la conférence de Kazan en Russie en octobre 2024, avec une volonté de dédollarisation. Mais on est quand même très très loin de ça, hein. Il faut bien se dire que pour qu'une zone européenne réussisse à créer une monnaie commune qui prenne de l'importance, il faut que beaucoup de conditions soient réunies. Regardez en Europe, il a fallu des décennies pour créer le grand marché européen, pour créer une monnaie qui a d'abord été commune, et puis une monnaie unique. Et la zone des BRICS, qui est très importante au plan international, qui représente dans son acception large les BRICS+, vous les évoquiez à l'instant, à peu près 40% du PIB mondial, c'est très significatif, mais ce sont des pays qui sont très différents, qui sont très éloignés les uns des autres. Et puis, il faudrait d'abord qu'ils s'entendent sur une monnaie à utiliser. Et qu'est-ce que serait? Est-ce que ce serait le réal brésilien? Est-ce que ce serait le rouble russe? C'est un peu difficile en ce moment. Pourrait donner naissance à une nouvelle monnaie? Pourrait donner naissance, comme les Européens l'ont fait, mais c'est un processus qui a démarré au début des années 90 et même en réalité bien avant, lorsqu'il y a eu le serpent monétaire européen dans les années 70 et 80. Donc c'est une évolution qui a pris pour la zone euro 20 ou 30 ans. Et il faut se dire que pour une zone encore plus divergente, encore plus différente que représente la zone que représentent les BRICS, que l'Europe, ça prendrait probablement beaucoup plus de temps encore. Ce qui signifie que la suprématie du dollar, pour l'instant, n'est pas menacée par les BRICS, ni les BRICS élargis, et que finalement, tous ces pays restent aujourd'hui très dépendants au dollar. C'est la réalité du monde aujourd'hui, absolument. Alors, il y a un autre point intéressant que vous évoquez dans votre ouvrage, ce sont les monnaies, la monnaie, le fait que la monnaie devient de plus en plus immatérielle avec les nouvelles technologies. Moi, je voudrais qu'on parle de l'euro numérique, puisque l'Europe a l'intention de se démarquer, justement, avec le lancement prochain de cet euro numérique. De quoi s'agit-il d'abord? Alors, l'euro numérique, c'est en quelque sorte les billets ou les pièces de monnaie qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle, je ne veux pas être trop technique, la monnaie de banque centrale, c'est-à-dire c'est une monnaie publique, officielle, émise par les banques centrales ou émise par les ministères des Finances, et qui représente quelque chose qui est très important dans le système monétaire et dans le système financier, au plan national comme au plan international. La monnaie publique, ça sert de référence, ça sert d'encre, et ça sert de référence de stabilité pour l'ensemble du système monétaire et du système financier parce qu'il y a une très grande confiance dans la monnaie publique. On le voit lorsqu'il y a une crise, où que ce soit, quelle que soit la nature de la crise, les particuliers vont chercher de l'argent à la banque, vont retirer des billets aux distributeurs pour se rassurer, avoir de l'argent chez eux. Et au plan international, au plan bancaire, lorsqu'il y a une crise, les banques se retournent vers la Banque centrale pour avoir de la monnaie publique, de la monnaie banque centrale. Or, demain, la monnaie va être de plus en plus numérique. Donc cette partie, les pièces, les billets ou les moyens de paiement qui sont aujourd'hui physiques, demain, ils seront davantage numériques. Or, on a
des actifs privés, des crypto-actifs, qui ne sont pas à notre sens des monnaies, mais qui existent et qui attirent de plus en plus, notamment les Français. Vous savez qu'on estime qu'il y a 10% des Français qui ont des crypto-actifs. Eh bien, en face de ça, il faut des monnaies numériques publiques. Alors justement, quelle est précisément la différence? Qu'est-ce qui distingue les crypto-monnaies de ces monnaies numériques? Alors, nous ne parlons, nous, pas de crypto-monnaies, mais de crypto-actifs. Parce que les crypto-actifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actifs numériques qui sont totalement dématérialisés. C'est assez récent dans l'histoire dans l'histoire économique, puisque le Bitcoin est apparu en 2009, donc il y a un peu plus de 15 ans. Ce sont des actifs qui sont créés de manière privée, de manière décentralisée et de manière totalement numérique, mais qui ne sont pas régulés par la Banque centrale, contrairement à la monnaie, qui, elle, est régulée par la Banque centrale, ce qui permet d'assurer de la stabilité sur le plan monétaire et sur le plan financier, et surtout, ce qui permet à la monnaie d'être acceptée comme moyen de paiement. Parce que ce qui définit la monnaie, c'est d'être capable d'être un moyen de paiement, une unité de compte et aussi une réserve de valeur. Or, les crypto-actifs, le Bitcoin, le Tether, l'Ethereum, ils sont de plus en plus répandus. Ils sont répandus, mais en même temps, pardon de vous couper, la fiabilité de ces crypto-actifs a beaucoup été remise en cause. Certains disaient que c'était finalement des bulles qui pouvaient éclater à un moment. On a aujourd'hui aux États-Unis un dirigeant, Donald Trump, qui fait la promotion de ces crypto-actifs. C'est pas dangereux? Alors, ce sont des actifs qui sont extrêmement volatiles, qui sont extrêmement spéculatifs. Regardez ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Donald Trump n'a pas toujours été favorable au Bitcoin. Il y a quelques années, il disait le Bitcoin, c'est une arnaque. Et d'ailleurs, il disait, je n'aime pas le Bitcoin parce que ça va faire de la concurrence au dollar, qui est la devise des États-Unis. Et en effet, comme ce ne sont pas des actifs officiels, des monnaies officielles, et qui ne reposent pas sur un sous-jacent qui est un sous-jacent économique, il y a un risque très fort de volatilité. Lorsque Donald Trump a été élu, en l'espace de quelques semaines, le Bitcoin a dépassé 100 000 $, le prix de 100 000 $, il a augmenté de 50%, et ensuite il est retombé, et il est aujourd'hui à peu près à 80 000 $. Donc si vous aimez le risque en matière financière, en matière de placement, si vous avez envie de gagner de l'argent, mais vous êtes prêt à en perdre beaucoup, alors à ce moment, vous pouvez aller sur ces actifs. Mais il est incontestable qu'il porte et il pose des risques sur la stabilité monétaire et sur la stabilité financière. Et c'est la raison pour laquelle ils sont de plus en plus régulés, notamment au niveau européen. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marc Schwartz, président directeur général de la Monnaie de Paris. Je rappelle donc que vous publiez avec Christian de Boissieu La nouvelle guerre des monnaies, ouvrage à retrouver aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.